L'iceberg des choses étranges créé par l'utilisateur Reddit Iamaprion est une collection aléatoire de mystères, théories, événements et phénomènes étranges, et parfois très troublants et dérangeants. Je ne sais même pas comment résumer, car chaque entrée est tellement différente. Mais honnêtement, c'est l'un des icebergs les plus fascinants que j'ai jamais vus, alors enquêtons ensemble. Si vous aimez les mystères d'Internet et les contenus généralement troublants, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour plus de contenus comme celui-ci. Pour soutenir la chaîne, vous pouvez devenir membre Ko-fi ou de la chaîne et accéder à des vidéos complètes et autres avantages. Vous pouvez aussi me laisser un pourboire en cliquant sur « Merci » sous la vidéo. Merci à celles qui l'envisagent. Certaines des entrées de cet iceberg, en particulier plus bas, tournent autour de divers sujets potentiellement troublants, notamment la mort, les meurtres, les maladies et les théories du complot. La discrétion des spectatrices est conseillée. Si vous avez des informations sur les entrées pour lesquelles je n'ai pas trouvé d'explication en ligne, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. J'ai ajouté des entrées supplémentaires dans la version non coupée, accessible en devenant membre Ko-fi via le lien en description. La défense Chewbacca est une stratégie juridique utilisée au tribunal où un avocat de la défense essaie de semer la confusion et de distraire le jury plutôt que de réfuter l'affaire du procureur. Le terme vient en fait d'un épisode de South Park intitulé « Chef Aid », dans lequel Chef tente de faire valoir qu'Alanis Morissette a plagié sa chanson, ce qui conduit la maison de disques à le poursuivre pour harcèlement. Au tribunal, Johnny Cochran, l'avocat de la maison de disques, commence à dire des absurdités à propos du personnage de Star Wars, Chewbacca, pour embrouiller le jury, et cela fonctionne, car Chef est déclaré coupable et sommé de payer 2 millions dans les 24 heures. Dans la vraie vie, Johnny Cochran était l'avocat d'O.J. Simpson et le procès dans l'épisode est une parodie de sa plaidoirie finale dans l'affaire du meurtre d'O.J. Simpson où il a dit « Si ça ne va pas, vous devez la quitter », en référence au moment où O.J. essayait les gants trouvés sur la scène du crime et qu'il semblait ne pas lui aller. La mystérieuse machine à soda de Capitol Hill à Seattle était un distributeur Coca-Cola avec des boutons mystères offrant des saveurs inhabituelles. La machine était là depuis la fin des années 90 avec initialement un seul bouton mystère, finalement remplacé par 6 boutons identiques. Ce qui est étrange à propos de cette machine, c'est que malgré la publicité qu'elle a suscitée, personne ne sait qui en était le propriétaire ou qui la réapprovisionnait, et la ville n'avait apparemment aucun permis enregistré pour cette machine. Cela a amené les gens à se demander si elle était hantée. Le 29 juin 2018, la machine a soudainement disparu, ne laissant qu'un mot à proximité qui disait « Parti faire une promenade ». Personne ne l'a revue depuis et on ignore où elle se trouve ainsi que les raisons de sa disparition. Métro 2 est un système de métro secret situé profondément sous terre à Moscou, en Russie, qui aurait été construit pendant que Joseph Staline était au pouvoir afin que la direction soviétique dispose de voies de communication et d'évacuation. Il n'a jamais été officiellement reconnu et il n'existe aucune preuve concrète, donc son existence n'est pas confirmée à 100%. Cependant, il existe un certain nombre de preuves à ce sujet, notamment des informations provenant de divers responsables, comme Vladimir Tchevchenko, ancien conseiller de Poutine et d'autres anciens présidents, et Mikhail Poltoranin, un ministre sous Boris Eltsine au début des années 1990, qui a déclaré en 2008 « Il s'agit d'un vaste réseau de tunnels et d'un centre de commandement d'urgence en cas de guerre où l'on peut diriger les forces nucléaires du pays. » Il peut abriter beaucoup de personnes. Son entretien était nécessaire. Je sais que le métro aussi possède des branches qui vont jusqu'en banlieue, afin que le commandement puisse s'éloigner de l'épicentre d'une attaque nucléaire. Alors que les nervures de la plupart des plantes servent principalement à transporter l'eau et les nutriments, les structures veineuses des feuilles
de coriandre semble présenter un niveau inhabituel d'interconnexion et de redondance, avec un équilibre entre la résilience et l'allocation des ressources, ce qui est généralement observé dans les systèmes nécessitant un haut niveau de défense contre les dommages, leur permettant de continuer à fonctionner même lorsqu'une partie du réseau est compromise. Ce système sophistiqué suggère que la coriandre a évolué pour survivre dans une variété de conditions. Cette entrée peut également faire référence à une théorie liée au fait que certaines personnes aiment le goût de la coriandre tandis que d'autres disent qu'elle a un goût de savon. La théorie suggère que si vous l'aimez, vous avez des gènes sains, qui signifie que vous êtes moins à risque de problèmes de santé, mais si vous ne l'aimez pas, vous avez des anomalies génétiques qui vous rendent plus sujette aux maladies. En 2005, le jeu de rôle en ligne massivement multijoueur World of Warcraft a introduit le malus Corrupted Blood, un virus virtuel qui infectait les joueurs lorsqu'ils participaient à un certain combat de boss à la fin d'un raid. Il était seulement prévu qu'il se transmette entre les personnages proches dans la zone de ce boss, mais une erreur de programmation a conduit à son expansion en une pandémie dans tout le monde fictif. Des milliers de joueurs, en particulier ceux de bas niveau, sont morts et les serveurs ont dû être mis en quarantaine et réinitialisés. D'après les personnes qui jouaient au jeu à cette époque, les joueurs pratiquaient la distanciation sociale pour éviter d'être infectés, beaucoup quittèrent les villes pour se réfugier à la campagne, et il y avait même des vendeurs de remèdes miracles qui prétendaient avoir des amulettes protégeant contre le virus. Le point de contrôle de la réalité est un lampadaire situé au milieu d'un parc de 10 hectares. À Cambridge, en Angleterre, appelé Parker's Piece, l'origine du nom n'est pas certaine, mais il existe 3 principales théories. La première théorie est qu'il marque la frontière entre la zone centrale de l'université, appelée la bulle de la réalité, et le monde réel des personnes vivant au-delà. Le lampadaire est là comme un avertissement pour vérifier vos notions de la réalité avant de passer de l'autre côté. Une autre théorie est qu'il était destiné à servir de repère pour les personnes traversant le parc la nuit, car c'est la seule lumière sur plus de 100 mètres. La dernière théorie est que c'est un rappel pour les personnes ivres de vérifier qu'elles peuvent marcher correctement avant de passer devant le poste de police à la lisière du parc. Igor et Grishka Bogdanov étaient des jumeaux qui travaillaient comme présentateurs à la télévision en France. Malgré le changement spectaculaire du visage des 2 frères dans les années 1990, avec des pommettes et des lèvres très volumineuses, ils ont toujours nié avoir eu recours à la chirurgie esthétique. Personne ne les croyait et ils sont parfois cités comme exemple de ce qui peut arriver lorsque la chirurgie esthétique va trop loin. Les jumeaux ont été impliqués dans plusieurs autres controverses, notamment ce qu'on appelle l'affaire Bogdanov. Grishka a obtenu un doctorat en mathématiques en 1999 et Igor a obtenu un doctorat en physique théorique 3 ans plus tard, tous deux avec la note minimale pour réussir. Entre 2001 et 2002, ils ont publié 5 articles dans des revues de physique à comité de lecture, ce qui a entraîné une controverse académique sur la légitimité de leur diplôme, beaucoup pensant qu'il s'agissait d'une supercherie. En réponse aux critiques de physiciens affirmant que les articles étaient des parodies composées de jargon scientifique assemblés pour former un mélange vide de mots à la mode, les jumeaux ont publié un courriel contenant ce qui semblait être des déclarations de soutien d'un professeur nommé Laurent Freidel. Cependant, il a nié en avoir écrit aucune. Elles ont continué à insister sur la validité de leur travail, mais divers physiciens contestent cela et dans les années qui ont suivi les publications, seuls 2 autres physiciens ont cité leurs articles. Grishka est décédée le 28 décembre 2021 et Igor est décédé seulement 6 jours plus tard. Elles avaient 72 ans et sont décédées à l'hôpital à cause du coronavirus disease après avoir refusé la vaccination. Le crabe de rivière est un euphémisme pour la censure sur Internet en Chine. Il peut être utilisé comme un verbe, donc au lieu de dire que quelque chose a été censuré, vous pouvez dire que cela a été crabé de rivière. Un autre euphémisme est harmonisé, qui a été utilisé après la censure sur Internet, lorsque même le mot censure était censuré, à la suite de l'annonce par le Parti communiste chinois de son objectif de créer une société harmonieuse. L'énéagramme de la personnalité est un modèle pseudo-scientifique composé de 9 types de personnalités différents.
Le type 1 est le réformateur et le perfectionniste, avec une fixation de l'ego sur le ressentiment. Le type 2 est l'aide et le donateur, avec une fixation sur la flatterie. Le type 3 est ambitieux et performant, avec une tendance à la vanité. Le type 4 est l'individualiste et le romantique, avec une fixation sur la mélancolie. Le type 5 est l'investigateur et l'observateur, avec une fixation sur l'avarice. Le type 6 est le loyaliste et le sceptique loyal, avec une fixation sur la lâcheté. Le type 7 est l'enthousiaste et l'épicurien, avec une fixation sur la planification. Le type 8 est un challenger et protecteur obsédé par la vengeance. Et le type 9 est le pacificateur et le médiateur, avec une fixation sur l'indolence. Ce modèle n'est pas largement accepté par les professionnels en raison de sa subjectivité et de son incapacité à être testé scientifiquement. En septembre 2011, il y a eu un post sur le forum Sciences de Fourchamp à propos du problème Haruhi, en lien avec la série animée japonaise La mélancolie de Haruhi Suzumiya, qui a été diffusée sous forme de récit non linéaire. La question était, si vous deviez regarder les 14 épisodes de la première saison dans tous les ordres possibles, quelle serait la séquence la plus courte d'épisodes que vous auriez besoin de regarder ? Une internaute a formulé une équation mathématique pour répondre à la question et a calculé qu'il faudrait environ 4,3 millions d'années pour regarder la série dans tous les ordres possibles. Renverser des vaches est probablement une légende urbaine consistant à s'approcher discrètement d'une vache pour la faire tomber dans un but de divertissement. Selon la légende, les vaches ne peuvent pas se relever si on les renverse, mais ce n'est pas vrai. Bien que les vaches puissent dormir légèrement en restant debout, elles s'allongent généralement pour bien dormir. La plupart des vaches pèsent plus de 450 kg, donc il serait très difficile, voire impossible, d'en renverser une n'importe où. La croyance selon laquelle certains animaux ne peuvent pas se relever si on les renverse et que cela pourrait causer leur mort remonte à l'Empire romain. Elle pourrait en partie venir de l'observation de la rigidité cadavérique chez les animaux morts, où les membres peuvent rester tendus, donnant peut-être l'impression qu'ils ont été renversés. Le centre de détention pour ours polaires, également appelé la prison des ours polaires, est une installation de contrôle des animaux créée au Manitoba, au Canada, en 1982, où les ours polaires dangereux sont isolés jusqu'à ce qu'ils puissent être relâchés ailleurs. Il compte 28 cellules et les ours sont tranquillisés avant d'être capturés et emmenés à la prison, où ils sont détenus sans nourriture pendant une période allant de 2 à 30 jours, parfois plus longtemps si l'ours est un récidiviste. Le but est de les dissuader de s'approcher de la ville en créant un sentiment de danger, en les gardant en captivité pendant une période prolongée. En juillet 1184, Henri, VI roi d'Allemagne, invita tous les nobles du Saint-Empire romain germanique à une réunion à la cathédrale d'Erfurt dans le but de tenter de régler la querelle entre le landgrave Louis III de Thuringe et l'archevêque Conrad de Mayence. Le poids de toutes ces personnes sur le plancher en bois a provoqué son effondrement et la plupart d'entre elles sont tombées dans la fosse à latrines située sous le rez-de-chaussée. Environ 60 personnes sont mortes, la plupart ayant soit noyé dans les excréments humains, soit étouffées à cause des émanations provenant des déchets en décomposition, les autres ayant été écrasées par les débris tombés. Mark V. Cheney était un utilisateur de Usenet qui postait souvent dans les groupes de discussion net.singles dans les années 1980. Mais ce n'était pas un utilisateur ordinaire car il n'existait pas réellement, du moins pas sous forme humaine. C'était un bot et ses messages étaient générés par des techniques de chaîne de Markov d'où provenait son nom. Bien que les messages soient souvent décousus et que certains n'aient pas beaucoup de sens, comme l'une de ses phrases les plus connues « J'ai passé une soirée intéressante récemment avec un grain de sel », beaucoup de lecteurs ont été trompés en pensant qu'ils avaient été écrits par une vraie personne. En août 2016, 2 adolescents en Belgique se sont cachés dans des armoires chez Ikea pour rester dans le magasin après la fermeture, et cela a lancé un défi connu sous le nom de défi des 24 heures, où des gens tentaient de rester dans un lieu toute la nuit sans se faire prendre. Dans des endroits comme les supermarchés ouverts 24 heures sur 24, le but était d'y rester le plus longtemps possible sans se faire prendre.
Le bureau à bonbons est une tradition du Sénat américain qui a été lancée par le sénateur de Californie George Murphy lorsqu'il a décidé de garder un tiroir rempli de bonbons dans son bureau pour lui-même et ses collègues, même si manger était interdit à cet étage. Lorsqu'il a quitté le Sénat après 6 ans, la tradition a été poursuivie par les sénateurs suivants et elle perdure encore aujourd'hui. La règle Dave, également connue sous le nom de ratio Dave-femme, est une blague interne dans la culture des startups de la Silicon Valley qui fait référence à l'écart entre les sexes. Elle stipule que si une équipe compte autant de femmes que de personnes prénommées Dave, alors elle a un équilibre des genres acceptable. Le FedSpeak fait référence aux déclarations vagues et ambiguës faites par les gouverneurs de la Réserve fédérale afin d'éviter que les marchés ne réagissent de manière excessive à leurs commentaires. Alan Greenspan est surtout connu pour cette technique et lorsqu'il s'est adressé à un sénateur américain qui affirmait avoir compris ce qu'il venait de dire, il a répondu « Dans ce cas, j'ai dû mal m'exprimer ». En 1965, Joseph Flanders, journaliste de police au Charlotte News, a écrit un article sur Freddie Lee A, qui est rentré chez lui au milieu de la nuit après une alerte à la bombe sur son lieu de travail, pour être finalement abattu par son oncle, qui pensait apparemment qu'il s'agissait d'un intrus. Joseph a écrit dans le journal, je cite, « C'était comme si une main occulte avait déplacé pion après pion jusqu'à ce qu'il soit à la bonne place, puis la tragédie. » Ses collègues ont été amusés par cette phrase et ont décidé d'inclure la main occulte dans leurs propres écrits, et ainsi commença l'ordre de la main occulte. L'expression a été utilisée dans divers médias de presse à travers le monde, le dernier exemple en date étant en février 2024, lorsque James Card a écrit « Les températures de fonte de la neige pendant le week-end du 3 au 4 février ont créé un brouillard étrange et persistant en milieu de journée, comme si une main occulte avait réglé le thermostat de Mère Nature. » La République de Mélossia est une micronation non reconnue située à Dayton dans le Nevada aux États-Unis. Elle a été fondée en 1977 par Kevin Baugh qui rêvait de créer une micronation depuis son adolescence et a décidé d'acheter un terrain en 1998 dans le but de réaliser ce rêve. La nation possède sa propre monnaie, le Valora, ainsi que ses propres lois. Il est illégal de jouer des instruments de percussion dans les salles de bain et de faire exploser des dispositifs nucléaires. La sanction est une amende de 500 Valora, soit environ $400. C'est une punition relativement légère pour un crime assez grave. Les oignons et les épinards sont également interdits en Molossia parce que Kevin ne les aime pas. Le projet Polymath a commencé en janvier 2009 lorsqu'un mathématicien nommé Timothy Gowers a publié sur son blog la question suivante « Les mathématiques massivement collaboratives sont-elles possibles ?» Il a partagé un problème mathématique non résolu lié au théorème de Hales-DeWitt et a demandé aux lecteurs de collaborer dans les commentaires pour essayer de le résoudre. Ce problème, désormais appelé Polymath 1, a été résolu après 7 semaines grâce à l'aide de plus de 40 personnes et plusieurs autres projets ont été lancés depuis. L'Antarctique est le seul continent sans habitation humaine permanente. Cependant, il existe des établissements où des groupes de recherche et d'autres membres du personnel vivent pour des périodes limitées. La population temporaire peut atteindre jusqu'à 10 000 personnes. Bien que la criminalité y soit relativement rare, elle n'est pas inconnue et l'isolement, l'ennui ainsi que l'alcoolisme sont considérés comme des facteurs contributifs. Les crimes qui ont eu lieu en Antarctique incluent la consommation de drogue, les agressions sexuelles et le harcèlement, la tentative de meurtre, l'incendie criminel ainsi que la torture et le meurtre d'animaux sauvages. Un incident particulièrement intéressant a été la mort d'un astrophysicien australien nommé Rodney Marks. Il a commencé à avoir de la fièvre, des douleurs à l'estomac et des nausées le 11 mai 2000 et il est décédé le lendemain. Au départ, on pensait qu'il était mort de cause naturelle. Cependant, une autopsie réalisée 6 mois plus tard a déterminé que la cause de sa mort était un empoisonnement au méthanol. Les détails de son empoisonnement restent inconnus, notamment le coupable et les éventuels complices.
Les notes Shurikil sont de petits morceaux de papier qui ont été découverts dans divers aliments, médicaments et autres produits provenant de magasins comme Walmart, Target, Aldi et Trader Joe's. Certaines ont été trouvées dans des parcs et sur des sentiers de randonnée, généralement accrochés aux arbres ou collés aux rampes. Les notes ont commencé en 2019, voire peut-être dès 2015, et contiennent des textes qui semblent être du charabia et qui sont liés à diverses théories du complot impliquant la CIA, l'Union européenne, Vladimir Poutine, Donald Trump, la famille royale britannique et de nombreux autres sujets. Personne ne sait vraiment qui crée ces notes ni pourquoi. Deux des théories principales suggèrent que l'auteur souffrirait de schizophrénie. Ou, plus inquiétant encore, que ce soit l'œuvre d'une société secrète ou d'une secte ayant accès à une usine d'emballage. Cependant, il n'est pas clair comment une personne souffrant de délire aussi grave aurait pu s'en tirer aussi longtemps ou, s'il s'agissait d'une secte, quelle serait leur intention, surtout qu'il ne semble pas y avoir de moyen de recruter des gens parmi les nerds. Le terme « authorkin » désigne une personne qui s'identifie comme non humaine, généralement comme étant totalement ou partiellement un animal ou un être mythique. Bien que beaucoup de ces personnes reconnaissent qu'elles sont physiquement humaines, elles peuvent s'identifier à une variété de créatures, y compris des extraterrestres, des elfes, des loups, des dragons, des renards et parfois même à des personnages fictifs. Certaines personnes pensent passant que leur identité est due à des phénomènes spirituels, comme le fait d'avoir une âme non humaine, tandis que d'autres expliquent leur identité par une psychologie inhabituelle ou comme faisant partie d'un trouble dissociatif de l'identité. Dans la mythologie, Puer Aeternus est un dieu enfant qui reste éternellement jeune. La psychologue Carl Jung a également utilisé ce terme pour décrire un adulte qui est socialement et émotionnellement immature. Ces adultes sont parfois décrits comme souffrant du syndrome de Peter Pan et présentent généralement un comportement irresponsable et narcissique. Ce n'est pas un diagnostic clinique et il n'est pas répertorié dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, 5e édition. Les personnes atteintes de ce syndrome peuvent recevoir un diagnostic de trouble de la personnalité narcissique, mais elles n'expriment pas toujours un niveau aussi élevé d'égocentrisme et de sentiment de droit. Bien que les causes ne soient pas entièrement connues, on pense qu'elles trouvent leur origine dans les expériences vécues pendant l'enfance et que ce syndrome semble plus fréquent chez les personnes qui ont été négligées durant leur enfance ou qui ont eu des parents très surprotecteurs. Dans le folklore marocain, les chiens de porte sont de petits chiens silencieux que l'on voit suivre les gens peu de temps avant leur mort, alors qu'ils franchissent d'or des portes. Bien que les chiens de porte soient visibles par autrui, nul ne peut voir le sien avant sa mort. Le chimérisme est une condition génétique où certaines cellules ou tissus du corps d'une personne contiennent au moins 2 ensembles d'acides désoxyribonucléiques différents. Une personne atteinte de cette condition est appelée une chimère. Il existe diverses causes, par exemple, lorsqu'une femme est enceinte de jumeaux, l'un meurt et l'autre absorbe les cellules de son jumeau. Une personne peut également devenir une chimère après avoir reçu une greffe de moelle osseuse, car la moelle greffée continue de produire des cellules sanguines contenant l'acide désoxyribonucléique du donneur. Seuls environ 100 cas ont été documentés, bien que certains experts estiment que jusqu'à 10% de la population pourrait être composée de chimères. De nombreux catcheurs de la WWE ont eu des gimmicks, personnages, histoires, costumes, caractéristiques étranges sur le ring. Quelques exemples incluent Ron Rice, connu sous le nom du Yeti, qui lorsque la glace a fondu, s'est révélé être une momie qui s'est impliquée dans un match entre Hulk Hogan et le géant. Mike Alec, dans une sorte de costume bovin sous le nom de Manto, qui donnait des coups de tête malmenés et même meuglés sur ses adversaires. Natalia, qui, pendant un court moment en 2012, a soudainement développé un problème de flatulence et l'un des pires gimmicks, surtout avec ce qui s'est passé ensuite, concernait les parties intimes de Joey Ryan. Lors des combats, il piégeait ses adversaires dessus pour pouvoir les retourner ou les paralyser temporairement. Il y a quelques années, plusieurs femmes ont porté au total 17 accusations contre Joey, y compris des agressions sexuelles et la manipulation de jeunes filles et patins mineurs. Le subreddit des vols est dédié, vous l'aurez deviné, au vol.
Illaprat a été créé par quelqu'un qui se fait appeler Bunhine Butler, un animateur radio et chasseur d'énigmes, et il affirme que c'est le plus grand forum de vol sur Internet, ce qui est probablement vrai. Cependant, ce n'est pas un subreddit éducatif destiné à enseigner sur ces animaux. En fait, je n'ai aucune idée de pourquoi il a été créé à l'origine, mais la plupart des publications les plus populaires sont des photos de diverses choses qui ne sont absolument pas des campagnols, allant des manchots au brocoli, avec des titres comme « Super photo de campagnol » et « Le plus beau campagnol ». Bunhine publie souvent des messages bizarres, se plaignant des trolls et demandant aux gens d'arrêter. Il y a 2 ans, il a publié une photo de son camion accidenté avec ce titre. Juste pour que tout le monde sache ce que les trolls me font, la nuit dernière, je conduisais vers A et W après l'entretien quand j'ai accidenté mon camion en essayant de bannir tellement d'entre vous, idiots et imbéciles, et en général en essayant de rendre le forum public. Je ne sais vraiment pas s'il est sérieux ou s'il joue juste un personnage. Je te recommande d'aller voir le subreddit et de te faire ta propre opinion. Selon le livre universel des mathématiques, un nombre schizophrène est, je cite, un nom informel pour un nombre irrationnel qui présente des motifs si persistants dans son développement décimal qu'il donne l'apparence d'un nombre rationnel. La cryptophagie désigne un langage ou un mode de communication développé par des jumeaux que seuls eux peuvent comprendre. Un certain niveau de cryptophagie se manifeste chez jusqu'à 50% des jumeaux et commence généralement lorsqu'ils sont tout petits. Ils perdent souvent ce langage partagé lorsqu'ils sont exposés à plus de personnes en dehors du foyer qui parlent généralement toute la même langue, bien que certains jumeaux continuent à communiquer de cette façon et que le langage s'enrichisse avec le temps. Un exemple célèbre et mystérieux est celui de June et Jennifer Gibbons, qui sont allées à l'école au pays de Galles dans les années 70, où elles ont été harcelées à cause de leurs troubles de la parole. Après cela, elles ont cessé de parler, sauf entre elles. Personne d'autre, y compris leurs parents, ne pouvait comprendre la langue dans laquelle elles communiquaient. En 1981, lorsqu'elles avaient 19 ans, elles ont été envoyées à Broadmoor, un hôpital psychiatrique de haute sécurité tristement célèbre en Angleterre, après avoir commis divers crimes, dont des incendies criminels et des vols. Pendant leurs 11 années passées à Broadmoor, elles sont devenues convaincues qu'il était nécessaire que l'une d'elles meure. Elles avaient un accord de longue date selon lequel, si l'une d'elles mourait, l'autre devait recommencer à parler aux autres et mener une vie normale. Jennifer a décidé de se sacrifier. Un jour, elle a commencé à agir bizarrement, à parler de façon incohérente et à dire à June qu'elle se mourait. Le lendemain, lorsqu'elles sont arrivées dans un hôpital moins strict au pays de Galles où elles avaient été transférées, Jennifer a perdu connaissance. Elle a été emmenée à l'hôpital, mais est décédée peu après à cause d'une myocardite aiguë, une inflammation soudaine du cœur. Une autopsie n'a révélé aucune trace de drogue ni de poison dans son organisme et les circonstances entourant sa mort la rendent encore plus mystérieuse. En respectant l'accord qu'elle avait passé avec sa sœur, June a continué à mener une vie normale après cela. Elle n'a plus jamais été hospitalisée, ni commis d'autres délits, et elle a même accordé plusieurs interviews, notamment à Harper's Bazaar et au Guardian. L'homme du trou était un autochtone qui vivait seul dans la forêt amazonienne. Après que la plupart des autres habitants du territoire autochtone Taranou aient été tués dans les années 70 lors du génocide en cours, les derniers survivants ont été tués lors d'une attaque menée par des mineurs illégaux en 1995, ne laissant que cet homme en vie. Il a été découvert en 1996 par la Fondation nationale de l'Indien, l'agence du gouvernement brésilien chargée des intérêts autochtones, et ils l'ont surveillé pendant le reste de sa vie, essayant d'empêcher quiconque de s'approcher de lui ou de lui faire du mal. Il lui laissait également des outils et des graines afin qu'il sache qu'il était surveillé. En retour, l'homme envoyait des signaux aux équipes de surveillance afin qu'elles évitent les pièges qu'il avait créés. On le voyait de temps en temps se déplacer dans la forêt tropicale, construire des huttes en paille, chasser et cueillir des fruits. Bien que l'homme ait parfois eu un bref contact avec les équipes d'observation, ils ne se sont jamais réellement parlé et personne ne sait quelle langue parlait cet homme.
Malgré les tentatives de Fun Eye pour protéger l'homme, il a été attaqué par des hommes armés en novembre 2009. Mais il a heureusement réussi à survivre jusqu'au 24 août 2022, lorsqu'un agent de la FUNAI a trouvé l'homme mort dans sa dernière demeure, je cite, « allongé dans son hamac et orné de plumes de macaw, comme s'il attendait la mort ». On pense qu'il est décédé de cause naturelle le mois précédent et qu'il avait probablement environ 60 ans. Le 1er juin 2004, une écolière de 12 ans nommée Satomi Mitarai a été assassinée avec un cutter par sa camarade de classe de 11 ans, connue seulement sous le nom de fille A, dans une école primaire à Sasebo, au Japon. Après le meurtre, fille A est retournée dans sa salle de classe couverte de sang et lorsqu'elle a été interrogée par la police, elle a avoué le crime et n'a cessé de dire qu'elle était désolée. Elle a éclaté en sanglots à plusieurs reprises et a refusé de manger ou de boire. Au début, elle n'a donné aucun motif pour le meurtre, mais a fini par admettre que les deux filles s'étaient disputées après que Satomi l'avait calomniée en ligne. En raison de son âge, elle a été placée en institution pendant 2 ans et cette période a ensuite été prolongée de 2 années supplémentaires après qu'une évaluation psychologique a estimé qu'elle n'était pas prête à être libérée. Elle a été libérée en 2008 et on ne sait pas grand-chose de sa vie depuis. Depuis, l'incident est devenu connu sous le nom de meurtre de Nevada Tan, ou l'attaque au couteau de Sasebo. Le puits du désespoir était un dispositif conçu par un psychologue nommé Harry Harlow, dont la carrière s'était principalement concentrée sur l'étude du lien maternel jusqu'en 1971, lorsque sa femme est décédée d'un cancer et qu'il a commencé à souffrir de dépression. À son retour au travail, ses collègues ont noté un changement en lui. Il a abandonné ses recherches précédentes et son travail a commencé à se concentrer sur les effets de l'isolement et de la dépression. Il a conçu une expérience avec des singes isolés pour étudier cela et a placé un certain nombre d'entre eux, âgés de 3 mois à 3 ans, seuls dans le puits du désespoir. Cet appareil était une grande structure verticale en forme de cône, fabriquée en acier inoxydable avec un sol en treillis métallique. Les singes pouvaient être nourris et recevaient de l'eau, mais étaient principalement laissés seuls pendant des semaines, sans aucune stimulation ni contact avec d'autres singes ou même des humains. En quelques jours, la plupart d'entre eux restaient blottis sur le côté de la fosse, bougeant à peine et ne faisant aucun bruit. Une fois sortis de la fosse, ce comportement persistait. Ils ne jouaient plus, n'interagissaient plus socialement et ne montraient plus de signes de curiosité comme ils le faisaient auparavant et comme c'est normal pour les singes. Harry avait l'intention de créer un modèle animal de la dépression dans l'espoir que cela pourrait permettre une meilleure compréhension de la maladie et améliorer les traitements. Mais cela ne lui a certainement pas été bénéfique puisqu'il est décédé en 1981 après avoir souffert pendant des années d'une grave dépression et d'alcoolisme. Un roi des rats est un groupe de rats ou de souris qui se sont retrouvés attachés après que leurs queues se sont emmêlées, peut-être parce qu'elles ont été nouées ensemble ou collées avec quelque chose comme du chewing-gum ou de la colle. Il n'y a pas beaucoup de preuves suggérant que cela puisse se produire naturellement, donc l'existence des rois des rats est discutable, mais ils ont été signalés dans divers pays, principalement des pays européens, depuis 1564. Le syndrome de Ganser, également connu sous le nom de syndrome du prisonnier, est un type de trouble factice qui a été observé pour la première fois chez des prisonniers lorsqu'ils faisaient délibérément semblant d'avoir des maladies physiques ou mentales, comme la schizophrénie, alors qu'ils n'étaient pas réellement malades. Contrairement, par exemple, au syndrome de Munchausen, les personnes atteintes du syndrome de Ganser ont des épisodes de courte durée où elles peuvent faire semblant d'être confuses, désorientées, prétendre qu'elles ont des hallucinations, qu'elles souffrent d'amnésie et donner des réponses absurdes à des questions simples. Cette condition n'est pas répertoriée dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux et c'est un diagnostic assez controversé car beaucoup soutiennent qu'il n'a rien à voir avec une maladie mentale, mais qu'il s'agit plutôt d'une sorte de défense contre une sanction légale. Le syndrome oniroïde est une forme rare de psychose qui, selon l'Institut national de la santé, se caractérise par, je cite, une qualité kaléidoscopique des expériences psychopathologiques où la réalité, les illusions et les hallucinations se fondent en une seule. Il s'accompagne généralement de troubles moteurs et en particulier de troubles catatoniques.
Le syndrome oniroïde n'est pas répertorié dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, 5e édition, car la plupart des psychologues le considèrent comme une forme de schizophrénie catatonique. Une étude de cas concernait un homme indien qui a été observé pendant 20 jours et avait l'impression de vivre plusieurs siècles dans le passé, à une époque vague de rois anciens. Quelques minutes plus tard, ce délire prenait fin, et il avait de nouveau l'impression d'être dans le présent. Les parties intimes d'India sont utilisées dans la médecine traditionnelle chinoise pour diverses raisons, comme augmenter la force et améliorer les problèmes qu'un couple peut rencontrer dans la chambre à coucher. On sait aussi que des athlètes en consomment après macération dans l'alcool, car il est censé être efficace contre les blessures et pour ses propriétés supposées d'amélioration de la force. La Chine a interdit ce vin pendant les Jeux olympiques d'été de 2008 qui se sont tenus à Pékin, ainsi que le sang de tortue et la racine d'angélique, car ces produits sont considérés comme des stimulants. Certaines personnes d'Asie de l'Est accomplissent un rituel qui consiste à brûler de faux billets de banque fabriqués à partir de papier joss, également appelé argent de l'enfer. Ces billets sont conçus pour ressembler à de vrais billets, comme le baht thaïlandais ou le dong vietnamien, et sont brûlés en offrande aux défunts afin de résoudre les éventuels problèmes d'argent qu'ils pourraient avoir dans l'au-delà. La parapsychologie est l'étude des phénomènes psychiques, y compris la télépathie, la clairvoyance et la télékinésie. Dans ce domaine, il existe une expérience censée tester la télépathie appelée l'expérience de Ganzfeld. Une personne tente d'envoyer une image par télépathie à une autre personne qui se trouve dans un état de privation sensorielle et cette personne doit choisir l'image envoyée parmi plusieurs options. Les partisans affirment que cette expérience a obtenu des résultats plus réussis que ceux qui se produiraient par le simple hasard et qu'elle devrait donc servir de preuve de la télépathie. Cependant, ces résultats ont très bien pu être influencés par des biais des chercheurs, voire carrément fabriqués, car les tentatives de reproduction indépendante n'ont pas été cohérentes et l'expérience est généralement considérée comme pseudo-scientifique. Le psychanalyste Carl Jung a proposé le concept de l'ombre qui représente la partie cachée, non civilisée, voire primitive de notre psyché, pouvant contenir de la colère, de la tristesse, de la paresse, de la tromperie et d'autres traits négatifs. Chacun a une ombre, mais peut ne pas en être conscient, ce qui peut conduire à la projection. Par exemple, si vous avez l'impression que vos amis ne vous aident pas assez parce qu'ils sont tous centrés sur eux-mêmes et égoïstes, il se pourrait en réalité que ce soit vous qui soyez égoïste en demandant trop de temps aux autres, sans réaliser qu'ils ont leur propre vie à gérer et sans reconnaître ou apprécier l'aide qu'ils vous ont déjà apportée. Carl Jung pensait que le travail sur l'ombre est essentiel dans le processus d'accomplissement de soi, et même si certaines parties de votre ombre doivent rester cachées aux autres, elles ne devraient jamais l'être pour vous-même. Il n'y a pas eu de nouvelles histoires dans la série depuis un certain temps maintenant, donc il semble que les créateurs aient abandonné le projet. La décoration d'intérieur est le titre de l'un des 3 segments de Tokyo, un film d'anthologie de 2008. Cette histoire se concentre sur Hiroko et Akira, un jeune couple qui a déménagé à Tokyo pour qu'Akira puisse poursuivre son rêve de devenir réalisateur. Son film est finalement projeté et l'un des spectateurs parle à Hiroko des difficultés dans une relation entre 2 personnes créatives. L'un se sentira généralement invisible et peu apprécié. Hiroko se reconnaît dans cette situation et commence à remettre en question son rôle dans la relation. Un matin, elle se réveille et découvre un trou dans sa poitrine avec un poteau en bois au milieu. Elle sort dehors et alors qu'elle marche, le trou continue de s'agrandir. Finalement, elle se transforme en une chaise sans vie. Un homme essaie d'emporter la chaise chez lui et lorsqu'il détourne le regard, elle se retransforme en Hiroko humaine, alors elle s'enfuit. Elle se rend compte qu'elle ne peut être sous forme humaine que lorsque personne ne la voit. Finalement, un musicien emmène la chaise dans son appartement et s'occupe bien d'elle. Quand il est absent, elle peut se retransformer en Hiroko humaine. Semblant accepter sa nouvelle vie, elle écrit une lettre à Akira pour lui souhaiter le meilleur dans sa carrière.
L'énigme Publius est un mystère d'Internet qui a commencé en juin 1994 lorsqu'un utilisateur de Usenet nommé Publius a posté sur leur groupe Alt Music Pink Floyd, invitant les fans à examiner la musique et la pochette du dernier album de Pink Floyd, The Division Bell. Publius a déclaré que, bien que toute musique soit sujette à de multiples interprétations, The Division Bell a un objectif central et une solution de conception, et que quiconque découvrira ce que c'est recevra un prix unique. Le mois suivant, Publius a posté de nouveau, déclarant qu'un indice apparaîtrait sous forme de lumière blanche clignotante, et 2 jours plus tard, lors d'un des concerts de Pink Floyd, les lumières sur scène ont brièvement affiché Enigma Publius. En 2002, le guitariste David Gilmour a révélé que l'Enigma Publius avait été lancé par la maison de disques, plus précisément par un homme qui travaillait pour eux et qui adorait les énigmes. Apparemment, cela n'a jamais été résolu, et donc le prix n'a jamais été remis. Le batteur Nick Mason a déclaré, je cite, « Le prix était quelque chose comme une plantation d'arbres dans une zone de forêt défrichée ou quelque chose dans ce genre. » Ce n'était pas censé être un prix matériel, mais plutôt un cadeau sentimental, quelque chose de plus philanthropique que quelque chose que l'on pourrait accrocher au mur. Le manuscrit de Voynich est supposé dater du XVe siècle et c'est un codex rédigé dans une langue et une écriture inconnues. On y trouve des illustrations de plantes, de personnes, de diagrammes astronomiques et diverses autres images, y compris ce qui semble être un château et un dragon. Il a été redécouvert par un marchand de livres rares en 1912 et à ce jour, personne n'a réussi à le déchiffrer ni à déterminer avec certitude quel est son but. Auditor était une chienne errante qui vivait dans la région autour d'une mine de cuivre à ciel ouvert dans le Montana, aux États-Unis. Les mineurs lui donnèrent de la nourriture et de l'eau, mais il essayait généralement d'éviter le contact humain autant que possible. Pourtant, il apparaissait quand on s'y attendait le moins, d'où son nom, Auditor. Il a été aperçu pour la première fois en 1986 et il est décédé en novembre 2003, donc il a vécu au moins 17 ans. Il y a quelques années, Alex Jones s'est emporté en affirmant que des produits chimiques mis dans l'eau rendaient, je cite, « les grenouilles complètement folles et homosexuelles ». Cet extrait est rapidement devenu viral et même des chansons parodiques en ont été faites. Il n'est pas vrai que le gouvernement met délibérément des produits chimiques dans l'eau pour rendre les grenouilles folles et homosexuelles, mais Alex faisait probablement référence à des substances comme l'atrazine, un pesticide largement utilisé qui a montré qu'il pouvait induire un changement de sexe ou l'hermaphrodisme chez les grenouilles, probablement en raison de ses propriétés perturbatrices du système endocrinien. Il est important de noter que les grenouilles peuvent spontanément changer de sexe, même dans de l'eau non polluée, mais ce phénomène semble s'accentuer en présence d'atrazine, qui se retrouve dans l'eau à cause de son utilisation comme pesticide, et non parce que le gouvernement la pollue intentionnellement dans ce but. Depuis longtemps, des théories du complot propagent diverses rumeurs sur l'aéroport de Denver. La plupart de ces théories sont liées à des bases secrètes du gouvernement, au nouvel ordre mondial et aux extraterrestres. L'aéroport a même organisé des événements et des campagnes de marketing sur le thème de ces conspirations, soit pour s'en moquer, soit pour dissimuler ce qui se passe réellement. Qui sait ? Les enfants indigos sont un concept pseudo-scientifique du mouvement New Age qui fait référence à des enfants censés posséder des caractéristiques et des capacités spéciales et uniques qui pourraient leur permettre de révolutionner le monde et d'éveiller l'humanité. Les surdoués peuvent être créatifs, s'ennuyer facilement, intuitifs, se sentir incompris et avoir une forte volonté. C'est un concept assez controversé car certains professionnels de la santé estiment que des parents pourraient attribuer certaines caractéristiques au fait que leur enfant est un enfant indigo, alors qu'en réalité, il pourrait s'agir d'un trouble du développement comme le trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité qui nécessiterait un traitement. La physiognomonie est la pratique pseudo-scientifique qui consiste à évaluer le caractère ou la personnalité d'une personne à partir de son apparence physique, en particulier de ses traits du visage. Elle remonte au Moyen-Âge et par le passé, elle a même été utilisée pour identifier d'éventuels criminels.
Il existe différentes théories au sein de la physiognomonie. Certains pensent que si le visage d'une personne ressemble à celui d'un animal, elle pourrait partager des traits de personnalité avec cet animal, tandis que d'autres se concentrent davantage sur des caractéristiques spécifiques, comme un menton proéminent qui indiquerait une forte volonté ou des yeux largement espacés qui suggéreraient une personnalité aventureuse. Bien qu'il n'y ait aucune base scientifique à cela et que ce ne soit plus utilisé en criminologie aujourd'hui, je ne dirais pas que cette croyance a totalement disparu. Je dirais même que nous portons inconsciemment des jugements sur le caractère d'une personne en nous basant sur son apparence physique tout le temps, par exemple en disant que quelqu'un a des yeux doux ou un visage sympathique. Courte répétition palindromique groupée et régulièrement espacée, abréviation de courte répétition palindromique groupée et régulièrement espacée, est un outil d'édition génétique qui permet aux scientifiques de couper et de modifier des séquences d'acides désoxyribonucléiques. En plus de ses utilisations en agriculture, comme le développement de cultures plus résistantes aux parasites et aux changements climatiques, il présente également divers avantages potentiels pour l'être humain, par exemple en corrigeant des gènes défectueux responsables de maladies comme la drépanocytose. Courte répétition palindromique, groupée et régulièrement espacée, a également le potentiel d'allonger l'espérance de vie en inversant le vieillissement et en rajeunissant les cellules souches. Dans les années 50 et 60, l'éthologue John B. Calhoun a mené plusieurs études sur des rats en utilisant ce qu'il appelait des utopies de rats dans des espaces clos où les rats disposaient de nourriture et d'eau en quantité illimitée. En l'absence de pénurie de nourriture et de prédateurs, les utopies de rats ont effectivement permis une croissance démographique sans entrave et les résultats ont été pour le moins surprenants. Beaucoup de femelles rats étaient incapables de mener leur grossesse à terme ou de survivre à l'accouchement, et si elles y parvenaient, elles manquaient souvent de fonctions maternelles. Les mâles présentaient un certain nombre d'anomalies comportementales inquiétantes, telles que des déviations sexuelles et du cannibalisme. Ils se retiraient également de la société, évitant de socialiser et ne sortant manger et boire que lorsque les autres dormaient. Dans la première série d'expériences, il s'est développé ce que Calhoun appelait un puits comportemental qu'il a décrit ainsi. Les animaux se rassemblaient en plus grand nombre dans l'un des 4 enclos interconnectés où la colonie était maintenue. Jusqu'à 60 des 80 rats de chaque population expérimentale se rassemblaient dans l'un des enclos pendant les périodes de nourrissage. Les rats mangeaient rarement seuls, ils ne se nourrissaient presque qu'en compagnie d'autres rats. En conséquence, des densités de population extrêmes se développaient dans l'enclos choisi pour manger, tandis que les autres restaient faiblement peuplés. Dans les expériences où le puits comportemental s'est développé, la mortalité infantile a atteint jusqu'à 96% parmi les groupes les plus désorientés de la population. Les résultats de l'étude ont soulevé des inquiétudes sur le fait qu'une croissance démographique incontrôlée pourrait mener à l'effondrement sociétal. La communauté du true crime peut inclure toute personne qui réalise des vidéos ou publie du contenu en ligne sur le true crime, y compris moi-même, et toute autre personne qui s'intéresse à ce type de contenu. Cependant, il y a certaines personnes dans la communauté qui poussent leur fascination à l'extrême, au point de glorifier et de romantiser les tueurs en série, allant jusqu'à être en admiration devant eux comme s'il s'agissait de célébrités. Si vous cherchez cela sur un site comme Tumblr, vous pouvez trouver divers posts de personnes qui réalisent soi-disant des œuvres d'art mignonnes de certains des criminels les plus dépravés et même des montages de type thirst trap. Monsanto a été l'une des premières entreprises à introduire des gènes dans les plantes, puis à effectuer des essais sur le terrain de cultures génétiquement modifiées. Elle détenait des brevets sur des semences organismes génétiquement modifiés, notamment celles résistantes à certains herbicides, et a intenté des procès contre des agriculteurs qui reproduisaient ces semences en les plantant et en les récoltant. L'un des exemples les plus connus est l'affaire Bowman contre Monsanto en 2013. Vernon Bowman, un agriculteur de l'Indiana, a acheté un lot de graines de soja sous une licence d'utilisation limitée qui lui interdisait d'utiliser les graines pendant plus d'une saison ou de conserver les graines produites par les cultures pour les replanter à l'avenir. Vernon a perdu le procès car la Cour suprême a statué que lorsqu'un agriculteur plante une graine récoltée et conservée, cela constitue une reproduction non autorisée du produit breveté.
La toxoplasmose est une infection causée par un parasite appelé Toxoplasma gondii. Elle peut survenir après avoir mangé de la viande insuffisamment cuite ou par contact avec des excréments de chat. La plupart des personnes qui contractent la toxoplasmose n'ont pas de symptômes si leur système immunitaire fonctionne normalement. Mais celles qui en ont peuvent ressentir des symptômes similaires à la grippe, des douleurs et courbatures musculaires, et dans les cas graves, cela peut même endommager le cerveau, les yeux et d'autres organes. Il existe même des recherches qui établissent un lien potentiel entre ce parasite et des maladies mentales telles que la schizophrénie, le trouble bipolaire et le trouble obsessionnel compulsif, ainsi que des changements de comportement. Les Carnets de Turner est un roman de 1978 écrit par Andrew MacDonald, un pseudonyme utilisé par William Luther Pierce, qui était le fondateur d'un groupe nationaliste blanc connu sous le nom de National Alliance. Le roman a été qualifié par certains de Bible suprémaciste blanche et il tourne autour d'une révolution violente aux États-Unis provoquée par un groupe appelé l'Organisation qui vise à exterminer toutes les personnes non blanches et juives dans le monde. Il est interdit dans plusieurs pays comme le Canada et la France pour des raisons évidentes. Le protocole de Toronto fait référence à un système de surveillance du cancer qui aide à détecter les tumeurs précocement et qui est particulièrement prometteur pour les personnes atteintes d'un trouble héréditaire appelé syndrome de Lifra-Eumeni, qui entraîne un risque accru de développer divers cancers au cours de la vie, comme le cancer des os et la leucémie. Le protocole implique une combinaison de tests, notamment des analyses de sang, des échographies et des imageries par résonance magnétique annuelle qui, après la détection des tumeurs, permettent un traitement plus rapide et par conséquent peuvent améliorer les taux de survie globaux. Un lavement de béton est exactement ce que cela semble être. Heureusement, cela ne semble pas être une tendance et cette entrée fait probablement référence à un cas isolé en 1987 impliquant un homme de 20 ans qui s'est rendu à l'hôpital en raison de douleurs rectales. Quelques heures auparavant, lui et son petit ami avaient préparé un mélange de béton et son petit ami lui avait versé le mélange à l'intérieur à l'aide d'un entonnoir. Les médecins ont pu retirer le béton sans causer de dommages et ont été surpris de trouver une balle de ping-pong mélangée au béton, bien que le patient n'ait pas expliqué pourquoi elle s'y trouvait. Une liste noire d'entreprises est une liste supposée créée par des sociétés et contenant les noms de personnes considérées comme une menace pour leurs intérêts, comme les lanceurs d'alerte. Ceci est essentiellement une théorie du complot, car très peu de personnes ont été confirmées comme ayant été tuées par des entreprises pour les réduire au silence, mais il existe divers décès que beaucoup pensent avoir eu lieu de cette manière. John Barnett, un lanceur d'alerte de Boeing, a récemment exprimé publiquement ses inquiétudes concernant la sécurité. En mars 2024, il a été retrouvé mort dans son camion. La cause officielle du décès était un suicide, bien que pour des raisons évidentes, beaucoup pensent qu'il a en réalité été tué par Boeing. En 1956, la loi sur la santé mentale de l'Alaska a été adoptée dans le but d'améliorer les soins de santé mentale en Alaska, aux États-Unis. Avant cela, il n'y avait aucune structure de traitement de la santé mentale en Alaska et les personnes jugées atteintes de troubles mentaux par un jury étaient souvent simplement envoyées en prison. Cependant, le projet de loi était assez controversé, certains pensant qu'il conduirait à ce que des personnes ne souffrant pas de maladie mentale soient enfermées dans un asile par un parent ou un ami cupide. Certains croyaient même que cela faisait partie d'un complot communiste pour hospitaliser et endoctriner les Américains. Le syndrome de la couvade est une condition dans laquelle un homme éprouve certains des mêmes symptômes que sa partenaire enceinte, notamment la prise de poids, les nausées matinales, les douleurs de l'accouchement et la dépression post-partum. L'origine de ces symptômes reste incertaine. Pour certains, il s'agirait d'une condition psychosomatique, pour d'autres, de changements hormonaux. Christine Chubbuck était une journaliste américaine qui a été la première personne à mourir d'une cause auto-infligée en direct à la télévision. Elle avait lutté contre la dépression pendant une grande partie de sa vie et avait tenté d'y mettre fin 4 ans avant d'y parvenir en 1974. Christine n'avait jamais eu de relation amoureuse auparavant. Elle n'était jamais sortie plus de 2 fois avec un homme et était toujours vierge, et on pense que cela a été un facteur contributif.
Les images de sa mort avaient totalement disparu jusqu'en 2021 lorsqu'une youtubeuse a mis en ligne ce que l'on pense être l'audio de la diffusion, bien que la vidéo n'ait jamais été rendue publique. Le syndrome de rumination est un trouble comportemental rare dans lequel une personne régurgite de façon répétée des aliments non digérés ou partiellement digérés en raison de contractions involontaires des muscles autour de l'abdomen. Le traitement implique généralement des médicaments ou une thérapie comportementale. Selon une légende urbaine originaire du Mississippi, il y aurait eu une épidémie de myocrite dans les années 50 qui était une maladie infectieuse causée par l'ingestion de grandes quantités de plomb. Lorsqu'un homme consommait trop de plomb, provenant de la peinture ou d'autres sources, cela le faisait sécréter une substance chimique qui rendait les femmes folles et les poussait à commencer à tuer des gens. Après l'épidémie, le gouvernement aurait apparemment dissimulé l'incident. Un enfant sauvage est un enfant qui a été isolé de tout contact humain dès son plus jeune âge. Peut-être que le cas le plus célèbre est celui de Victor d'Aveyron, qui a été retrouvé vivant dans les bois en Aveyron, en France, à l'âge estimé de 9 ans. On ne sait pas comment il s'est retrouvé là, même s'il avait clairement passé la majeure partie de sa vie dans l'isolement. Il a été capturé à plusieurs reprises et recueilli par différentes personnes, mais il est retourné dans les bois environ 8 fois jusqu'en janvier 1800 lorsqu'il est sorti de lui-même. Il aurait marché à 4 pattes et on pensait au départ qu'il était sourd et muet. Les tentatives NAD pour l'éduquer n'ont pas été très fructueuses, bien qu'il ait montré un certain niveau de compréhension dans l'apprentissage du langage et de la lecture, il n'a jamais appris à épeler que 2 phrases. Il est décédé en 1828 à environ 40 ans. Bien que certains de ceux qui avaient étudié son cas à l'époque se demandaient s'il avait toujours vécu une vie sauvage dans la forêt, des analyses plus récentes soulignent qu'il n'est pas plausible qu'un enfant puisse survivre sans soin d'autres humains jusqu'à au moins 5 ou 6 ans, et il est sans doute plus probable qu'il ait été abandonné par ses parents après avoir été négligé et maltraité pendant plusieurs années. Le 15 septembre 2010, le corps de Greg Flanagan, âgé de 55 ans, a été retrouvé dans l'hôtel élégant à Beaumont, au Texas, après qu'il n'ait pas quitté sa chambre plus tôt dans la journée. Au départ, il semblait qu'il était mort de cause naturelle, étant donné qu'il n'y avait aucun signe d'effraction ni rien d'autre sur les lieux qui aurait pu suggérer l'implication de quelqu'un d'autre. L'autopsie a déterminé que la cause de sa mort était une crise cardiaque, cependant, cela ne semblait certainement pas être dû à des causes naturelles. Greg avait de graves lésions internes, avec des côtes cassées, des lacérations au foie et au scrotum, ainsi qu'un trou dans le cœur, que le médecin légiste pensait avoir été causé par un traumatisme contondant, et donc la mort a été considérée comme un homicide. Avant de révéler ce qui s'est passé ici, je vous recommande de lire l'article de Vanity Fair intitulé « Le corps dans la chambre 348 » si vous souhaitez connaître toute l'histoire, et n'hésitez pas à passer à l'entrée suivante de cet iceberg pour éviter les spoilers. Il s'est avéré que Greg avait été tué par balle, mais ce n'était pas un meurtre intentionnel. Lorsque les enquêteurs ont interrogé Tim Steinmetz, un électricien qui séjournait dans la chambre voisine de Greg, il a finalement admis que son collègue, Lance Muller, qui était également dans la chambre cette nuit-là, jouait avec son arme alors qu'il était ivre et qu'elle s'était déclenchée accidentellement. La balle avait traversé le mur séparant les 2 chambres et avait touché Greg. Lance n'avait pas réalisé avoir tiré sur quelqu'un. Quand la police est venue inspecter la chambre, le trou de balle était caché derrière la porte. Il a écopé de 10 ans de prison. Itai Itai, traduit du japonais, signifie « ça fait mal, ça fait mal ». La maladie Itai Itai était le nom donné à une intoxication massive au cadmium par les habitants locaux, qui ont commencé à ressentir des symptômes vers 1912. Elle s'est produite à cause de l'exploitation minière dans la préfecture de Toyama, qui a augmenté lorsque la guerre russo-japonaise et la Première Guerre mondiale ont accru la demande de matières premières. En conséquence, entre 1910 et 1945, le cadmium a été rejeté en quantité bien plus importante qu'auparavant. L'empoisonnement au cadmium a causé d'intenses douleurs articulaires et osseuses, une ostéomalacie et une insuffisance rénale.
En 1968, 29 personnes, 9 atteintes de la maladie et les 20 autres membres de leur famille ont poursuivi en justice la société Mitsui Mining and Smelting et 3 ans plus tard, la société a été reconnue coupable. Ils ont accepté de payer les frais médicaux des personnes empoisonnées et les réparations. Un tulpa est un être matérialisé ou une forme pensée créée par la pratique spirituelle et une intense concentration mentale. Le concept trouve son origine dans le bouddhisme tibétain et on pourrait en quelque sorte comparer un tulpa à un ami imaginaire, bien que les pratiquants les considèrent comme de véritables êtres qui développent leur propre identité et personnalité distinctes de celles de leur créateur. Ayrton Senna était un pilote brésilien de Formule 1 qui est décédé en mai 1994 lorsque sa voiture s'est écrasée contre une barrière en béton alors qu'il participait au Grand Prix de Saint-Marin. L'accident a été attribué à la rupture de la colonne de direction alors qu'Ayrton prenait le virage. La grande majorité des gens ont cru à cette explication et n'ont jamais douté qu'il s'agissait d'un tragique accident. Cependant, quelqu'un a publié en ligne en 2008 en suggérant qu'il avait été assassiné par un tireur d'élite. Cette théorie est basée sur le fait que les images de l'incident s'interrompent juste avant que la voiture ne percute le mur et qu'il y aurait soi-disant un trou de balle dans la visière de son casque, mais presque aucun autre dégât. Cette personne a également affirmé que la colonne de direction n'était fissurée qu'à 20% et que cela ne serait pas suffisant pour compromettre la direction. Il relie ensuite ce prétendu meurtre aux Illuminati et honnêtement, tout cela semble très improbable. Cela semble être une théorie assez obscure et je n'ai pas pu trouver beaucoup d'informations en ligne, mais elle a été discutée dans un post de forum sur funtechnical.net intitulé Ayrton Senna assassiné, donc vous pouvez aller voir si vous voulez quelques détails supplémentaires. Le code du désespoir est apparu sur 4 champs et c'est une suite de chiffres qui, soi-disant, poussent une personne à sombrer lentement dans la folie après y avoir été exposée. Évidemment, ce n'est pas réel. J'ai été exposée à ce code il y a des années et je peux confirmer que je ne suis pas devenue folle, du moins pas encore. Je ne sais pas si cela m'a été partagé initialement par quelqu'un qui y croyait vraiment ou si c'était une blague dès le départ. L'obésité à apparition rapide avec dysrégulation hypothalamique, hypoventilation et dysrégulation autonome ou obésité à apparition rapide avec dysrégulation hypothalamique, hypoventilation et dysrégulation autonome en abrégé est une maladie rare qui débute généralement entre 1 et 11 ans. Il y a moins de 200 cas rapportés dans le monde et on en sait peu à son sujet, y compris sur ses causes, bien qu'il ait été suggéré qu'il pourrait y avoir une origine génétique. Le nom étrangement long de cette maladie inclut certains de ses symptômes et, en plus, les patientes peuvent également présenter des tremblements neuro-endocriniens et des troubles du comportement. L'hypoventilation est sans doute le symptôme le plus dangereux car elle peut entraîner un arrêt cardio-pulmonaire si elle n'est pas traitée assez rapidement. On estime qu'au moins 50% des patientes atteintes d'obésité à apparition rapide avec dysrégulation hypothalamique, hypoventilation et dysrégulation autonome sont décédées à cause de cela. L'oikiosis fait référence au processus philosophique stoïcien consistant à reconnaître quelque chose comme faisant partie de soi-même et, en fin de compte, à élargir cette reconnaissance à un sentiment d'appartenance plus large à l'humanité. Le processus débute par l'instinct de préservation de soi, puis évolue vers le souci des autres et le développement d'un sens des responsabilités envers toute la communauté. C'est un processus naturel pour les êtres humains en général qui, en tant que bébés, ne se préoccupent que de leurs propres besoins avant de développer ensuite de l'attention et de la loyauté envers leur famille et finalement un certain niveau de préoccupation pour le bien-être de tous. Cependant, les stoïciens pensent que pratiquer l'oikiosis mènera à une vie plus épanouissante et à un monde meilleur pour tous. Le virus 23, tout comme le code du désespoir, s'infiltre dans votre esprit dès que vous entendez les mots qui le composent. C'est comme un virus de l'esprit qui vous fait progressivement perdre la raison sans que vous ne vous en rendiez vraiment compte. Il précède le code du désespoir de plusieurs années et on pense qu'il a été l'inspiration du code du désespoir. Selon une description, je cite « Veuillez abandonner tout espoir de guérison ou de fuite. Vous n'avez aucune pensée qui ne soit déjà la vôtre. »
Lorsque vous aurez fini de lire les 19 mots restants, ce processus d'infection irréversible sera terminé et vous partirez, pensant être en grande partie indemne de ce processus. Les rumeurs sur le golf sont une théorie du complot qui semble avoir vu le jour sur Fourchamp, bien que certains disent qu'il s'agissait d'une entrée troll apparue dans un iceberg de théorie du complot pour laquelle Anonsonix a inventé une histoire de fond. Selon un commentaire, je cite « Lors du tournoi Professional Golfers Association 2009, un journaliste de Politico aurait apparemment assisté à une after-party et découvert des trucs occultes qui se passaient au sous-sol. Pas seulement des pseudo-satanistes qui font du LARPing, mais des trucs vraiment malsains. » Elle a publié un article à ce sujet qui a été immédiatement supprimé, probablement après que les puissants l'ont menacé. Il y avait plus de discussions qu'ils ne le souhaitaient sur des forums de golf en ligne qui sont maintenant supprimés et quelques jours après, le scandale de Tiger Woods a été publié par le National Enquirer. Tiger Woods a ruiné son image pour enterrer cette histoire. Il y avait plus d'informations à ce sujet sur un site Oignon, mais je n'arrive pas à le retrouver. Les traces de cela ont été effacées du web à part quelques fils de discussion. Ça va au-delà de ce que la plupart des gens savent. La respiration polytropique est une méthode permettant d'induire un état de conscience modifié grâce à une respiration rapide et contrôlée. Le but est d'accéder aux parties cachées de la psyché afin de faciliter la guérison des traumatismes passés et d'accroître le développement spirituel. Cette entrée, les services psychiatriques comme prison, fait référence aux personnes jugées inaptes à comparaître après avoir commis un crime et qui sont alors détenues dans des services psychiatriques pendant une longue période, voire à vie. Un exemple est Ariane Curtage, une jeune femme de 18 ans qui faisait partie d'un gang de cybercriminalité. Elle était déjà en liberté sous caution pour avoir piraté Nvidia et British Telecommunications, lorsqu'elle a piraté Rockstar et divulgué divers extraits du prochain jeu Grand Theft Auto. Les médecins ont décidé qu'elle n'était pas apte à être jugée en raison de son autisme sévère et le jury a donc été chargé de déterminer si elle avait commis ou non les actes allégués et non si elle l'avait fait avec une intention criminelle. Elle a été reconnue coupable et condamnée à une hospitalisation sans limite de durée, ce qui signifie qu'elle passera le reste de sa vie dans un hôpital sécurisé à moins que les médecins ne décident qu'elle n'est plus un danger. Dans les années 90, il y avait une chaîne de lettres qui affirmait que lire ou entendre les mots « planeur de clown du plexus solaire » vous rendait susceptible d'être infecté par ces entités parasitaires. La maladie présentait des symptômes similaires au sevrage de méthamphétamine, comme des hallucinations et une psychose. Dans les pratiques occultes, un hypersigil est un symbole élaboré qui détient des pouvoirs magiques, comme une peinture, une chanson ou un poème. Il est créé pour symboliser une intention ou quelque chose que vous souhaitez manifester dans votre vie, et le créer à votre image le rend plus susceptible de se réaliser dans la vie réelle. Par exemple, si vous vouliez être riche, vous pourriez peindre une image de vous-même avec beaucoup d'argent, et cela vous aiderait à le manifester. L'effet est également amplifié lorsque d'autres personnes le voient et y apportent aussi leur énergie. « 973 EHTNAMUH » 973 est un site web étrange et cryptique qui ressemble d'abord à du charabia, mais qui propose différents casse-têtes et équations mathématiques. Il est également rempli de symbolisme religieux et comporte des pages entières consacrées à des passages de la Bible. Il a été créé au début des années 2000 et à ce jour, certaines personnes essaient encore de comprendre ce que tout cela signifie et pourquoi. La démonologie est l'étude des démons dans les mythes et la religion. Il y a des personnes qui prétendent avoir invoqué des démons grâce à des rituels impliquant des incantations, des sorts, des sceaux et des sacrifices. Une fois que le démon est apparu, on peut conclure un pacte où l'invocateur lui offre quelque chose en échange des services ou des connaissances du démon. Certains vont jusqu'à adorer des démons, en choisissant parfois un en particulier à vénérer selon ses capacités. En juin 2014, une anonyme de Fourchamp a posté sur le Xboard à propos de son ami qui avait récemment envoyé son ordinateur en réparation parce qu'il pensait avoir téléchargé un virus.
Il découvrait sans cesse dans ses téléchargements des images et documents qu'il n'avait jamais délibérément téléchargés. À cette période, des choses étranges ont commencé à se produire, comme des problèmes avec les lumières et la télévision qui s'allumaient et s'éteignaient toutes seules. Donc, l'auteur demandait sur Fourchamp s'il était possible qu'une entité paranormale puisse perturber l'ordinateur ou si l'ordinateur pouvait être la source originale de tout ce qui se passe dans la maison. Dans les commentaires, l'auteur a commencé à partager des photos qui se trouvaient sur l'ordinateur de son ami. Les premières semblaient au début n'être que des motifs aléatoires en noir et rouge jusqu'à ce qu'un anonyme suggère de les assembler et il s'avère que cela forme un visage que vous pouvez voir à l'écran maintenant. Une autre image publiée par l'auteur ressemblait un peu à une partie d'un code barre Quick Response, mais elle ne pouvait pas être scannée. Une utilisatrice a déchiffré un code binaire qui, une fois converti, disait « Je suis Dieu ». Mary Ann McLean et Robert D. Grimstone, originaires d'Angleterre, se sont rencontrés au début des années 1960 alors qu'ils étaient membres de l'église de Scientologie. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'ils soient expulsés de l'église et ils se sont mariés tous les deux en 1963. Peu de temps après, ils ont lancé Compulsion Analysis, un groupe dissident de la Scientologie qui suivait les principes fondamentaux de la Scientologie, mais incluait également de nouveaux éléments. Cela n'a pas duré très longtemps, mais cela a évolué en l'église du processus qu'ils ont fondée à Londres en 1966. En quelques mois, l'église avait attiré un petit groupe de fidèles et 25 membres ont rapidement emménagé dans une communauté à Mayfair. Finalement, plus tard cette année-là, ils ont tous déménagé au Mexique, mais après qu'un ouragan ait détruit leur installation, la plupart sont retournés à Londres. Marie et Robert ont passé les années suivantes à voyager à travers le monde et à ouvrir de nouvelles branches, principalement dans des villes américaines, mais aussi en Allemagne et en Italie. Au début des années 1970, on estimait que l'église du processus comptait quelques centaines de membres actifs. Cependant, la réputation de l'église avait été ternie par la suggestion d'un lien avec Charles Manson, avancé par les procureurs qui enquêtaient sur les meurtres de la famille Manson. Aucun lien entre l'église et la famille Manson n'a jamais été prouvé, mais ces allégations semblent avoir marqué le début de la fin pour l'église. Mary et Robert ont divorcé et n'arrivant pas à s'accorder sur la direction de la Process Church, ils se sont séparés en deux groupes, la plupart des membres choisissant de rester avec Mary. Son église a changé de nom et de croyance plusieurs fois au fil des années, avant qu'elle ne crée finalement un centre de sauvetage pour animaux qui, après quelques années, a supprimé toute référence à la religion de ses statuts. Elle est décédée en 2005. Robert a quitté son église en 1979, puis s'est tourné vers une carrière dans les affaires. Le travail pénitentiaire consiste à utiliser des détenus pour effectuer divers travaux, que ce soit pour le gouvernement ou des entreprises privées, en produisant des biens ou en assurant la maintenance. Aux États-Unis, l'esclavage est illégal, sauf comme punition pour un criminel condamné, et le travail pénitentiaire est autorisé dans la plupart des États, générant une production économique importante. Les prisonniers gagnent généralement entre 12 et 40 centimes de l'heure. Les partisans estiment que le travail en prison permet aux détenus d'acquérir des compétences qui peuvent augmenter leurs chances de trouver un emploi à leur sortie. Cependant, cette pratique est controversée, certains affirmant qu'il s'agit d'une forme d'exploitation et que l'esclavage reste de l'esclavage, qu'une personne ait commis un crime ou non. Ils pensent également que cela privilégie les profits des entreprises au détriment de la réinsertion. Dans la philosophie yogique, le syndrome de Kundalini fait référence aux symptômes qui peuvent apparaître après un éveil spirituel, impliquant l'activation d'une énergie dormante censée être piégée à la base de la colonne vertébrale. Le syndrome peut se manifester sous forme de psychose et les symptômes incluent des hallucinations, des pensées et des comportements désorganisés, ainsi que des mouvements involontaires persistants. Love as One est un nouveau mouvement religieux basé aux États-Unis qui a été fondé par Amy Carlson en 2006 et dirigé par elle jusqu'à sa mort en 2021. Il est considéré comme une secte par beaucoup, y compris d'anciens membres qui ont quitté le groupe et révélé ce qu'ils y ont vécu. Les membres appelés Amy, Mère Dieu,
et croyait qu'elle était un être divin âgé de 19 milliards d'années qui avait créé l'univers et tout ce qu'il contient, bien que son corps physique soit mort de nombreuses fois et que son âme ait été réincarnée des centaines de fois en Jésus, Cléopâtre, même Marilyn Monroe, parmi d'autres figures célèbres de l'histoire. Le groupe avait des croyances assez controversées, dont beaucoup tournaient autour de théories du complot discréditées, comme l'idée que divers attentats terroristes étaient planifiés et que l'Holocauste était un canular. Amy vivait avec un groupe de 12 à 20 membres dans une petite ville du Colorado et il diffusait souvent en ligne pour recruter de nouveaux membres et obtenir des dons. Un certain nombre d'anciens membres ont parlé des abus qu'ils ont subis lorsqu'ils étaient dans le groupe. En avril 2021, le cadavre momifié d'Amy a été découvert des semaines après sa mort dans un sanctuaire de fortune. L'autopsie a révélé que l'abus d'alcool, l'anorexie et l'ingestion chronique d'argent colloïdal avaient tous contribué à sa mort. La théorie du complot du Mudflood concerne l'existence de la Tartarie, un empire avancé qui aurait apparemment couvert la majeure partie de l'Asie et de la Russie jusqu'à il y a environ 100 ans, lorsqu'il a été détruit par un colossal déluge de boue et dissimulé par les nations qui existent encore aujourd'hui. Selon cette théorie, la Tartarie possédait une technologie bien plus avancée que celle que nous avons aujourd'hui, avec des moyens de transport révolutionnaires et de l'énergie gratuite. La Tartarie est en réalité un nom historique désignant l'Asie centrale et la Sibérie, bien que la théorie du Mudflood ignore les récits bien documentés de la région et ajoute de nombreux détails mystérieux inventés. Cela a été discrédité comme un fantasme extrémiste. Le basilic de Rocco est une expérience de pensée qui théorise qu'une future entité d'intelligence artificielle pourrait vouloir punir toute personne ayant eu connaissance ou ayant prédit son existence, mais qui n'aurait pas directement contribué à son développement ou à son avancement. Je suppose que cette entrée, le basilic de Rocco, est le code du désespoir. Suggère que cette expérience de pensée est un autre exemple de code du désespoir, parce qu'après en avoir entendu parler, on n'a vraiment plus d'excuses pour ne pas contribuer à l'intelligence artificielle si le scénario proposé se réalise dans le futur, et donc on pourrait être puni. Je n'ai pas pu trouver d'informations en ligne sur le scénario Kaliki, du moins rien qui semble pertinent par rapport à ce à quoi l'entrée semble faire référence. Cependant, l'utilisateur Edit à l'origine de cet iceberg a déclaré dans un commentaire « L'anti-Kaleki est en gros un scénario Kaleki inversé. Un scénario Kaleki, c'est essentiellement une population qui atteint un point de désespoir où elle ne peut plus le supporter, ce qui provoque généralement l'effondrement de la société en environ un mois. L'anti-Kaleki, c'est juste l'inverse. Love Shack, système d'exploitation, est un système d'exploitation développé par un homme nommé Sean Cook qui affirmait qu'il contient la grande vérité de l'univers dans son code. Le nom a ensuite été changé en Lovebug SOS. Beaucoup de contenus de Sean semblent avoir été supprimés au fil des années, mais ce qui reste suffit à montrer qu'il souffrait probablement d'une sorte de maladie mentale, à moins que toute cette histoire ne soit qu'une blague élaborée. Il a publié un fichier Portable Document Format de 186 pages qui n'est rempli que de divagations incohérentes, donc personnellement, je penche plutôt pour la théorie de la maladie mentale. Il existe un subreddit qui lui est dédié, Lovebug SOS, bien qu'il soit inactif depuis 3 ans maintenant, et il ne semble pas que Sean ait été actif en ligne pendant cette période non plus. L'éveil rouge est le titre d'un livre écrit par Graham Jones et publié en mai 2023. Voici un extrait de la description. Pourquoi nous avons besoin d'une spiritualité matérialiste pour la gauche laïque et comment en construire une ? La gauche rejette généralement la religion et la spiritualité comme des forces contre-révolutionnaires en citant la célèbre maxime de Marx selon laquelle la religion est l'opium du peuple. Pourtant, des formes de spiritualité ont motivé des luttes tout au long de l'histoire, allant des soulèvements paysans médiévaux et des révoltes d'esclaves coloniaux à la théologie de la libération en Amérique du Sud et au mouvement des droits civiques aux États-Unis. Et dans un monde où la religion prend de l'ampleur et où les mouvements politiques sont minés par les conflits, l'épuisement et l'échec, que peut la gauche apprendre de la religion ? L'illumination rouge plaide non seulement pour une compréhension approfondie des questions religieuses, mais appelle également la gauche laïque à développer ses propres perspectives spirituelles.
Elle propose une spiritualité matérialiste fondée sur des ressources socialistes et scientifiques, en trouvant des points de contact avec l'histoire mondiale de la philosophie et de la religion. Le concept de cristaux temporels peut être un peu difficile à comprendre. La meilleure analogie que j'ai trouvée compare les cristaux temporels aux horloges. Donc, une horloge émet des tic-tac selon des motifs répétitifs, mais si vous retirez la pile, elle cesse de fonctionner parce qu'elle ne reçoit plus d'énergie et se trouve donc dans son état de repos. Pratiquement tous les objets auxquels vous pouvez penser seront immobiles dans leur état d'énergie le plus bas. Cependant, les cristaux temporels continuent de bouger dans leurs états d'énergie les plus bas selon un motif répétitif à des intervalles précis. Donc, si une horloge était un cristal temporel, elle continuerait à faire tic-tac même sans pile ni aucune source d'énergie. Si j'ai bien compris, des cristaux temporels existent déjà, mais personne n'a encore réussi à créer un véritable cristal temporel qui ne nécessite aucune entrée d'énergie. Des scientifiques ont créé des dispositifs qui continuent de bouger pendant 40 secondes après une faible impulsion laser, dépassant les attentes basées sur l'énergie ajoutée. Troubles de stress post-traumatique radio est une anthologie de mangas d'horreur qui a été publiée pour la première fois en 2010. Elle est centrée sur une ancienne légende d'une entité connue sous le nom d'Oguchi, le dieu des cheveux, et sur les personnes qui le vénèrent. Après avoir publié 6 volumes dans la série, le créateur Masaki Nakayama a soudainement arrêté la publication en 2018 pour préserver sa propre santé mentale après un certain nombre d'événements inquiétants. Quand il a loué un nouvel espace de travail pour son équipe et lui, ils ont vite remarqué un sanctuaire brisé près de là, signe de mauvais augure dans la culture nippone. Par la suite, ils ont vécu des phénomènes paranormaux, des lumières qui s'allumaient et s'éteignaient au bruit de grattements au-dessus d'eux. Ils ont même signalé avoir vu des silhouettes sombres se déplacer dans le bâtiment. Masaki a fini par commencer à tomber malade physiquement. Il a été diagnostiqué avec une maladie rare causant des saignements sévères, entraînant la formation de cloques sanguinolentes noires sur ses lèvres, sa langue et ses gencives. Fait intéressant, l'un des personnages dans Troubles de stress post-traumatique radio vomit du sang qui engendre des démons. En 2018, peu avant sa démission, la moitié de son visage a enflé spectaculairement et sa température corporelle a chuté significativement. Il semble que ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et il n'a pas sorti de nouveaux volumes depuis. L'encéphalopathie spongiforme bovine, ou maladie de la vache folle, est une maladie à prions neurodégénérative incurable et mortelle qui touche le bétail. L'apparition survient généralement 4 à 5 ans après l'exposition et les symptômes incluent des comportements anormaux, des difficultés à marcher, une perte de poids, évoluant finalement vers une incapacité à se déplacer, puis la mort dans les semaines ou les mois suivant l'apparition des symptômes. Si de la viande de bœuf infectée par l'encéphalopathie spongiforme bovine est consommée par des humains, cela peut entraîner la maladie de Creutzfeldt-Jakob variante ou MCJV qui présente des symptômes similaires, ainsi que de la démence, des troubles psychiatriques et des hallucinations. L'infection peut également survenir par des transfusions sanguines et du matériel chirurgical contaminé. En 2018, 231 cas de MCJV avaient été signalés dans le monde, dont 178 au Royaume-Uni. Les humains ne survivent généralement qu'environ 13 mois après l'apparition des symptômes et comme vous pouvez l'imaginer, ce n'est pas une façon agréable de partir. La partie la plus effrayante, c'est que, comme pour l'encéphalopathie spongiforme bovine, l'apparition des symptômes ne survient généralement que des années après l'exposition, donc vous n'auriez aucune idée que vous êtes infecté jusqu'à ce que vous commenciez soudainement à ressentir des symptômes et qu'il n'y ait plus rien à faire pour vous sauver. Le dernier cas connu de VMCJ au Royaume-Uni a été signalé en 2016 avec une apparition clinique en 2014 et un cas plus récent a été signalé en France en 2019 avec une apparition en 2017. Le cas le plus récent des encéphalopathies spongiformes bovines cependant date de moins d'un an en mai 2024 dans une ferme en Écosse. Club pour faire une fausse couche à la professeure est le nom d'un thriller japonais sorti en 2011. Comme le suggère le titre, l'intrigue tourne autour d'un groupe de 5 lycéennes menées par une psychopathe qui décide donc de faire une fausse couche à leur professeure après avoir appris qu'elle est enceinte.
Le film ne dure que 62 minutes et il a une note de 5,4 sur 10 sur Internet Movie Database. Robert Pickton, également connu sous le nom du tueur de la ferme aux cochons, était un tueur en série canadien qui a avoué avoir tué 49 personnes, bien qu'il n'ait été condamné que pour 6 cas de meurtre au second degré. Il a hérité d'une ferme au début des années 1990 et y organisait des fêtes sauvages avec jusqu'à 2000 invités. L'une de ses employées a trouvé plusieurs sacs à main appartenant à des femmes disparues sur la propriété de Robert et les a signalés à la police. Les 3 fouilleurs de la ferme n'ont révélé aucune preuve de quelque chose de suspect. En juin 1999, la police a même reçu un tuyau selon lequel Robert avait un congélateur rempli de chair humaine à la ferme. Mais la police l'a ignoré et n'a pas jugé utile de mener une autre perquisition avant 2002, après des signalements d'armes à feu illégales. Robert et son frère ont été arrêtés et la police a de nouveau fouillé la ferme en lien avec les femmes disparues. Cette fois, divers objets personnels appartenant aux femmes ont été retrouvés. Robert a finalement été condamné à la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. En 2004, le gouvernement a révélé que Robert aurait pu vendre de la chair humaine broyée mélangée à du porc au public. Il a aussi été suggéré qu'il aurait pu donner les corps des victimes à ses cochons. Il est décédé en prison en mai 2024 à l'âge de 74 ans après avoir été attaqué par un autre détenu. Selon divers témoignages au fil des années, il existe une pratique en prison connue sous le nom de V-coding, où le personnel apaise ou récompense les détenus masculins pour leur bon comportement en plaçant une femme transgenre dans leur cellule afin qu'ils puissent l'agresser sexuellement. Ceci serait censé être un moyen de maintenir le contrôle social et de réduire le taux de violence. Une étude menée en Californie en 2021 aurait révélé que 69% des femmes transgenres en prison ont déclaré avoir été forcées de commettre des actes inappropriés contre leur volonté et que si elles refusaient, elles étaient placées à l'isolement ou menacées de poursuites pénales pour agression. Le projet Kentler était une expérience lancée dans les années 1970 à Berlin par le professeur de psychologie Helmut Kentler, dans laquelle des enfants sans abri étaient envoyés vivre chez des hommes pédophiles. Ce n'était pas un accident, ces hommes étaient des pédophiles connus et Helmut pensait qu'ils feraient des parents d'accueil particulièrement affectueux. Il croyait que les contacts inappropriés entre adultes et enfants étaient inoffensifs, voire bénéfiques. Le syndrome de mort subite arythmique ou syndrome de mort subite arythmique est une mort soudaine et inattendue d'un adulte ou d'un adolescent causée par un arrêt cardiaque. On ne sait généralement pas ce qui provoque l'arrêt cardiaque, mais cela survient le plus souvent lorsque la personne est au repos ou endormie. Environ 19% des personnes décédées du syndrome de mort subite arythmique n'avaient présenté aucun symptôme connu avant leur décès. Un groupe de personnes particulièrement touchées par le syndrome de mort subite arythmique est celui des Hmong-Laotiens. Une épidémie s'est produite dans les années 1970 et 80 et certains Hmong pensent qu'elle a été causée par des perturbations de leurs rituels religieux dus à la guerre civile laotienne. Ils croient que lorsqu'ils ne pratiquent pas correctement leurs rites, les esprits des ancêtres ne les protègent pas, les laissant vulnérables aux attaques d'esprits maléfiques pendant leur sommeil, connues sous le nom d'attaques nocturnes d'esprits oppressants. Ces attaques sont un type de paralysie du sommeil et qu'il soit plausible ou non qu'elles soient réellement causées par des esprits maléfiques, il a été suggéré que cette croyance peut entraîner le syndrome de mort subite arythmique. La liste noire de l'ascension est la théorie selon laquelle certaines personnes puissantes possèdent la connaissance de la façon d'ascensionner vers le prochain plan d'existence, mais elles empêchent la plupart des gens de le faire et en conséquence, les gens se réincarnent encore et encore à moins qu'ils ne parviennent à sortir de la liste noire. Cette idée est parfois liée à des théories du complot concernant des sociétés secrètes, certains croyant que ces sociétés ont été créées pour maintenir la majorité de la population sur liste noire. La théorie de la banque des âmes affirme que toutes les âmes ont déjà été créées et que lorsqu'un humain est conçu, l'une de ces âmes lui est transférée. Lorsqu'une personne meurt, son âme retourne à la banque des âmes. Certaines personnes croient que le monde prendra fin s'il n'y a plus d'âmes dans la banque.
Je suppose que la seule façon dont cela pourrait arriver serait une surpopulation importante, étant donné que l'âme ne meurt pas lorsque le corps physique meurt. Il y a aussi une partie de cette théorie qui suggère que certaines personnes se sont données pour mission de tuer d'autres personnes afin que leurs âmes retournent à la banque pour éviter qu'elles ne manquent d'âme. J'aimerais beaucoup lire vos avis dans les commentaires et connaître les autres icebergs que vous souhaiteriez que j'aborde. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Un immense merci à mes membres Ko-fi et aux membres de la chaîne dont les noms s'affichent à l'écran en ce moment. J'apprécie vraiment votre soutien. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.